l'érosion et l'exploitation du sol, ça va vous parler, j'imagine. Vinay, you said everything because Oui, Vinay a tout dit, parce que c'est effectivement dans la situation telle qu'elle est la nôtre. il faut voir l'agriculture d'une manière différente. Et là, on est devant un challenge qui est au-delà de dire tout bio, pas bio ou quoi. C'est pas des chapelles. On arrête les chapelles. Maintenant, on essaye. Il y a la science qui est avec nous. Hein, moi, je suis biologiste parce que de là dépend aussi notre santé. Parce que bio ou pas bio, c'est pas la question. Alors bio, c'est très bien. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'a pas besoin des intrants, c'est-à-dire des engrais. Qu'est-ce que c'est? NPK, azote, potassium, phosphate. C'est des sels. Donc, vous qui êtes au bord, on est au Havre là, on ne cultive pas avec de l'eau salée. Eh bien, voilà. Donc ça, il faudrait peut-être le dire. Et donc, nos intrants chimiques, c'est de l'eau salée. Donc déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxième chose, les insecticides. Ça fait depuis les années 60 que quand on met un insecticide quelque part, eh bien, on voit que les insectes prédateurs, ceux qui mangent les insectes, ceux qui connaissent les insectes, ceux qui sont là pour les manger, ils s'en vont à toute plainte, parce qu'eux, ils savent voler, ils vont à toute allure, ce sont des prédateurs. Et un puceron qui naît en février, eh bien, le même puceron va produire 2 milliards de pucerons en octobre, entre février et octobre. Les herbicides, les pesticides qui vont tuer les prédateurs, eh bien, ils entretiennent ceux qui mangent les récoltes. Hein, nous, en 1987, à Cambridge, on a fait des études montrant qu'en utilisant un pesticide sur les chanderies, on avait multiplié par 287 le nombre d'insectes. La chose maintenant, c'est d'arrêter de dire bio ou pas bio, chapelle ou pas chapelle, on arrête la religion. De toute façon, ce qu'il faut, c'est dire vive le sport, parce que je pense que le champignon, on l'a complètement oublié. Et puis, quelque part, peut-être que c'est le champignon qui est Dieu. Et je vais vous le montrer. Parce que, en fait, le sol, c'est un être vivant. Et le sol, c'est un appareil digestif. Donc tout ce qui est au-dessus du sol, c'est fait pour être digéré. Voilà. Il y a plus d'êtres vivants dans le sol qu'il n'y en a au-dessus. Et même quand on parle du ver de terre, eh bien, ça c'est le super prédateur. Et ce super prédateur, sans les êtres en dessous, il n'existe pas. Il ne peut pas vivre. Et donc, au-dessus, donc, il y a des êtres qui vivent avec l'air. En dessous, des êtres qui vivent sans l'air. Au milieu, ils s'en foutent un peu. Bon, l'air, c'est autre chose. C'est pas leur principal. Mais quand vous labourez, voilà, c'est les bonnes pratiques. On en revient. C'est pas le bio ou pas bio, c'est revenir aux bonnes pratiques. Un mauvais agriculteur, ça restera toujours un mauvais agriculteur, même si on lui donne toute la technologie qu'on veut. Il faut que ça soit quelque chose qui soit fait avec le cœur et puis aussi avec un certain regard sur la beauté, la préservation des sites et la préservation des animaux. Ça paraît petite fleur bleue et tout ça, mais c'est essentiel. Et donc, quand vous labourez, vous mettez les êtres qui vivent avec l'air, vous les étouffez. Ceux qui vivent sans air, vous les faites cuire au soleil. Donc il ne reste plus qu'au milieu les êtres intermédiaires qui prennent la place. Hein, la nature a horreur du vide, c'est les êtres intermédiaires qui se reproduisent dès qu'on les laisse faire. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez, donc tout le monde crève là, et donc vous avez dégagement de méthane parce que c'est de l'azote, et puis du protoxyde d'azote, ça veut dire donc des gaz qui font entre 20 et 300 fois plus de CO2 d'effet de serre que le CO2, et qui sont persistants de 20 à 120 ans de plus que le CO2. Donc il faudrait peut-être s'arrêter là. Parce que l'année dernière, à Paris, on nous a interdit de circuler, même en scooter. Et donc, moi je suis allé avenue Foch, donc il y a une station météo où on faisait des relèvements. Et il n'y avait que du protoxyde d'azote dans les particules,
les particules lourdes. Les protoxydes d'azote, les voitures, elles n'en produisent pas. 92% le niveau avenue Foch. Il y avait un vent d'ouest, c'est normal et tout ça. Donc ça veut dire que c'est tout ce qui est venu du labour des paysans, des champs d'à côté. Alors ça, c'était tabou. Après, attention, il faut penser aussi à l'agriculture qui pollue. Parce que c'est important de savoir où sa nourriture est faite, d'où l'intérêt des locavores et tout ça, de relier ce lien avec la fabrication de notre nourriture. Voilà. Nous, petits hommes, eh bien, nous naissons complètement vierges de bactéries. Notre premier ensemencement, c'est à travers l'utérus de notre mère. Et puis après, tout notre système digestif, nous le fabriquons avec la nourriture que nous mangeons, qui vient du sol, donc notre sol. Et donc, quelque part, nous sommes des bouts de sol à pattes. On n'est rien d'autre. Rien d'autre. En haut, il y a les bactéries avec l'air, jusqu'à l'estomac à peu près. Après, intermédiaire. Et puis, dans le côlon, c'est les bactéries, donc Clostridia, des bactéries vraiment qui résistent très très dur, lactobacilles, des choses comme ça. Et donc là, c'est vraiment, elles peuvent vivre sans air du tout. Bah, ça vous dirait si on laboure tout ça, si on met des bactéries d'un côté, le sans air, machin, tout ça. Alors, si vous avez de la nourriture qui est labourée, d'abord vous avez première alerte, donc des aliments qui sont remplis, qui n'ont plus de bactéries aérobiques, celles qui vivent avec l'air. Donc elles seront remplies de bactéries sans air. Vous labourez, eh bien, vous savez, l'eau, ça ne rentre pas dans le sol d'une manière mécanique. Il faut des aides, ça ne rentre uniquement par le travail des bactéries et des champignons. Si elles ne sont plus là, donc l'eau chasse l'air, donc l'argile devient compacte, la terre devient collante, et il n'y a plus d'oxygène. Alors l'argile, c'est très simple, c'est un silicate d'aluminium, silice de l'aluminium, et donc quand il n'y a plus d'air, l'aluminium, ça passe de Al2+ à Al3+, et en fait, ce qui est important, c'est de savoir que dans 1 mètre cube, il y a 75 kg d'aluminium. Okay, donc Al2+, Al3+, quand ça devient Al3+, c'est plus chargé. Donc, si ça rentre dans la nourriture et qu'on mange, ou dans le lait qu'on a, eh bien, quand on le mange, nos liaisons neuronales sont faites de force électrique. Et donc, là, il y a l'aluminium qui va être un perturbateur de liaison neuronale. Voilà. Après, il y a le fer, donc ferreux, ferrique. Après, nitrite. Et donc là, on commence à rentrer dans tout ce qui est maladies graves, neurodégénération, sclérose en plaques, etc. Donc, je ne veux pas continuer là-dessus parce que je pourrais continuer longtemps. Et voilà. Donc, c'est dans les pratiques. Et puis, il y a une chose, c'est que cette nourriture industrielle, cette nourriture de labour, une chose qu'on ne dit jamais, c'est que nous avons 22 acides aminés. Parmi ces 22 acides aminés, il y en a 9 qui sont essentiels. Ça, il faut le rappeler. Parce que ces 9 essentiels, il n'y a pas 36 000 choses qui le fabriquent. J'ai beaucoup travaillé dans la relation entre les plantes et les champignons. Et puis, à savoir qui produisait quoi. Et souvent, je me suis retrouvé avec des choses, on dit généralement, ah, c'est plein de bons trucs, c'est plein de machin. Et puis après, on va chercher, mais cette chose toute seule, si elle est produite en laboratoire, eh bien, va-t-elle produire ce bon truc ? Eh bien non. La plupart du temps, non. Et justement, c'est le champignon qui, dans ces 9 acides aminés essentiels, ils sont tous produits par des liaisons mycéliales, c'est-à-dire par des champignons qui s'allient avec les plantes. Et donc, ça veut dire que si on laboure, on n'a plus de liaison mycéliale. Une liaison mycéliale, ça peut recouvrir des kilomètres quand on ne laboure pas. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le cuisinier des plantes. C'est-à-dire qu'il y a le mycélium, le champignon, qui va fabriquer les nutriments à la plante. Et parmi ces nutriments, elle fabrique
donc ces acides aminés. Un champignon, c'est comme nous, ça a commencé sur l'échelle de l'évolution, exactement sur la même que nous avons commencé, sauf que c'est un être qui a décidé de retourner son estomac. Il y en a qui retournent leur veste, lui, il a retourné son estomac. Parce qu'il a décidé de ne pas digérer, donc de ne pas faire de symbiose à l'intérieur de son corps pour pouvoir digérer, comme nous. Et donc, il digère tout à l'extérieur en envoyant des enzymes, et puis il fait des nanoparticules qu'il envoie à la plante sur des kilomètres, ça peut durer des kilomètres quand on le laisse faire, et autour, donc, il y a les bactéries qui agissent d'une manière, qui font un champ électrique, parce qu'elles se parlent aussi en se transmettant par le champ électrique. Et donc, dans cette atmosphère de vide, il y a ces éléments nano qui vont à la vitesse de l'électricité et de la microfluidité, c'est-à-dire 232 000 km/s. Sympa. Et dans cette force dingue, eh bien, il y a la fabrication des éléments fondamentaux de notre vie. C'est aussi pour ça que je dis, voilà, Dieu est-il un champignon? Parce que Dieu fabrique la moitié, champignon, je veux dire, fabrique la moitié des éléments, des briques qui nous fabriquent, qui fabriquent toutes nos protéines, tout ça. Et puis, il y a aussi une chose qui est, depuis l'année dernière, depuis le 5 août 2015, on sait maintenant que, donc c'est une étude qui a été menée par 13 universités, 27 chercheurs, 7 pays. Bon. On sait que l'ancêtre de toutes les plantes, c'est une algue qui a décidé de sortir de l'eau avec une symbiose d'un champignon. C'est-à-dire qu'elle est allée à la conquête de la terre en s'alliant avec un champignon. Alors, vous voyez, les plantes qui nous nourrissent, les acides aminés dont nous sommes faits, qui font toutes nos défenses immunitaires et tout ça, c'est le champignon. Et donc, voilà, il faut simplement s'intéresser un petit peu à la biodiversité. Il y a une chose juste en épilogue, j'aimerais juste dire, l'année dernière aussi, en novembre, il y a une navette, une station spatiale qui tourne autour de nous, donc de 900 mètres cubes, parce qu'on dit en mètres cubes, c'est pas des mètres carrés là-haut, parce que comme il n'y a pas d'atmosphère, donc on marche partout. Et donc, et tout d'un coup, il y a des ingénieurs qui se sont rendus compte que c'était rempli de bactéries, que c'était absolument invivable si on était sur Terre, et qu'il fallait faire le ménage. Après, donc ils ont inauguré ça en 90, 92. Au bout de 35 ans, c'est bien de faire le ménage, mais bactéries que chacun des astronautes a apportées et que chacun a ensemencé. Ces bactéries qu'il a pris dans le sol, que chacun, il y a eu 82 astronautes qui sont allés, et chacun a apporté son petit lot de bactéries, de champignons et de virus. Parce que nous vivons donc avec notre tube digestif, donc nous avons 10 fois plus de bactéries que de cellules vivantes, de cellules humaines, 100 fois plus de virus et 10 fois plus de champignons. Et chacun a apporté son petit lot. Et ils sont restés, ils ont colonisé l'espace. Et tout d'un coup, il y a un type qui a dit, un biologiste, enfin il n'était pas tout seul, heureusement, qui a dit, mais alors si vous avez tout nettoyé, s'il en résiste une, s'il en résiste une, eh bien plus personne ne pourra aller sur la station spatiale. Pour la première fois de l'histoire des sciences, on a refusé l'hygiénisme de Pasteur. Et on a reconnu le biome humain, même dans l'espace. Je vous laisse. Merci Georges.